Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Diagonale. Nous allons parler aujourd'hui du RGPD afin de faire un premier bilan quelques mois après son lancement. Alors, où en sommes-nous en matière de données personnelles? Ces nouvelles règles sont-elles efficaces et pertinentes? Et enfin, sont-elles un frein ou au contraire un moteur à la compétitivité des entreprises européennes? Nous allons répondre à ces questions et à quelques autres avec nos trois invités que je vous présente immédiatement. Isabelle Falque-Pierrotin, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de la CNIL, vous êtes donc très impliquée dans la mise en place du RGPD en France. Vous nous raconterez comment vous avez mené ce grand chantier et les défis qu'il reste à mener. Mick Lévy, ensuite, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de l'innovation business de Business et Décision. Vous accompagnez de nombreuses entreprises dans leur transformation digitale, notamment sur les aspects data, et vous les conseillez sur la mise en conformité au RGPD. Face à vous, Merav Grieger, bonjour. Bonjour. Vous êtes avocate associée du cabinet Bird & Bird et experte des questions de données personnelles. Vous êtes aussi enseignante à l'université de Paris 2 sur le droit et la protection des données personnelles, justement. Vous êtes enfin directrice scientifique de la formation DPO à Sciences Po, une formation labellisée par la CNIL. Je vous retrouve immédiatement pour développer toutes les questions que nous avons évoquées. Et pour lancer cet échange, je voulais poser une question à chacun d'entre vous. Je commence par vous, Isabelle Falque-Pierrotin. Où en est-on au sein des entreprises aujourd'hui? Est-ce qu'elles sont toutes en ordre de marche, ça y est, ou il y a encore un peu de chemin à parcourir? Je crois que les entreprises, elles ont d'abord pris conscience de l'existence de la question. Et ça n'était pas complètement évident. Il y a eu un battage médiatique énorme autour du RGPD et je crois que la prise de conscience est là. Ce que nous voyons, c'est que les entreprises se sont mobilisées, se sont emparées des nouvelles obligations du RGPD. Vous voyez, aujourd'hui, par exemple, on a 7 notifications par jour de failles de sécurité. On a un nombre de DPO qui, en 3 mois, équivaut à le nombre de DPO précédents. Donc, ça veut dire que la courbe d'apprentissage est lancée, que les entreprises ont effectivement compris qu'elles entraient dans une nouvelle époque, et nous allons, je dirais, dans les mois à venir, les accompagner sur cette courbe d'apprentissage. Alors justement, Mick Lévy, est-ce que l'onde de choc a été vraiment aussi importante que ce qu'on avait anticipé dans les entreprises? Alors effectivement, il y a eu un effet médiatique énorme, on peut même parler de buzz. Pendant l'espace de 1 à 2 semaines, les termes GDPR ont été plus populaires que Beyoncé sur Google. Le terme GDPR était plus cherché que le terme Beyoncé sur Google. Donc effectivement, le battage médiatique a marché pleinement. C'est aussi reporté dans les entreprises, puisqu'on a accompagné beaucoup d'entreprises, effectivement, elles s'en sont réellement saisies. Alors, il y a eu un effet inverse. Après le 25 mai 2018, les entreprises ne voulaient plus parler du GDPR. Il y a eu un effet quasiment nauséeux, en fait. Mais forcément, ça va reprendre parce que les entreprises le savent. GDPR, la mise en conformité au RGPD, c'est un chantier de transformation d'entreprise. Ce n'est pas qu'un chantier juridique ou qu'un chantier de système d'information. Donc, c'est un chantier à mener sur le long terme. Et forcément, ça va devoir reprendre et s'instaurer dans la durée pour la mise en conformité des entreprises. Je retiens 2 mots-clés, transformation et Beyoncé, donc bien sûr. Bien sûr. Merav Grieger, sans transition. les objectifs de la réforme, est-ce qu'ils sont remplis selon vous? Les objectifs de la réforme, alors je dirais oui et non. Oui, ils sont remplis parce que les principaux objectifs, c'était l'harmonisation. Donc on a bien une culture européenne commune de la donnée à caractère personnel. Et l'autre objectif principal, c'était plus de droits pour les personnes concernées, les individus, les personnes physiques. C'est le cas, plus de droits. L'objectif sous-jacent d'efficacité, je pense qu'on ne l'a pas encore atteint, mais la balle est dans notre camp, dans le camp de tous. Et le GDPR ne dit pas tout, et il appartient à tout à chacun, les consultants, l'autorité de régulation, les avocats, les experts internes, puisque les organismes, qu'ils soient publics ou privés, sont dotés de très bons experts RGPD en interne pour travailler et rendre efficace cette réglementation. Très bien, je vous remercie. Je vous propose de démarrer notre débat et de faire un bilan de cette réforme, un premier bilan de cette réforme. On va voir un petit peu l'état des entreprises et des données personnelles quelques mois après le RGPD. Alors Isabelle Falque-Pierrotin, vous êtes présidente de la CNIL, je l'ai dit. Avant toute chose, est-ce que la vie privée était vraiment menacée avant cette réforme? Je crois qu'elle n'était pas menacée, mais les individus avaient un sentiment, dans le fond, de non-maîtrise et de boîte noire par rapport à tous ces traitements faits par des entreprises et sur lesquels, finalement, ils avaient peu de capacité d'influence. Donc l'idée de remettre l'individu au centre du système, ça c'est une idée absolument clé du RGPD.
Puis le deuxième objectif, c'est un objectif qui est moins connu, mais qui est très important, c'est celui-là de la sécurité des données. Depuis quelque temps, nous avons régulièrement des failles de sécurité. Encore récemment, British Airways, avec le titre de l'entreprise qui dévisse parce qu'il y a une faille de sécurité considérable. L'objectif du RGPD, c'est aussi de faire en sorte que l'écosystème numérique soit plus robuste et que toute la chaîne de circulation et d'utilisation de la donnée, finalement, se responsabilise, pas simplement le responsable de traitement, ce fameux RT, mais aussi les prestataires, les sous-traitants, etc. Et ça, je crois que ça n'était pas nécessairement pris en compte auparavant. On avait probablement une vision, probablement un peu trop en surface, vous voyez, de cet écosystème numérique. Et là, l'objectif du RGPD, c'est vraiment de rentrer dans la réalité de cet écosystème et de responsabiliser finalement tous les acteurs de la chaîne. Donc ça, je crois que c'est un très très gros progrès. Alors justement, à propos de responsabiliser les acteurs de la chaîne, Mick Levy, on s'en doute, on le sait, c'était un énorme chantier pour les entreprises pour se mettre en conformité. Selon vous, quels étaient les éléments clés qui ont aidé les entreprises qui ont le mieux réussi à s'adapter ? Alors ce qu'on constate, c'est que les entreprises ont été d'abord guidées par la peur de la sanction. Oui. On était appelés en disant le 25 mai se rapproche, plus la date se rapprochait, plus on sentait nos clients quasiment paniquer. Et l'objectif premier était de donner des preuves à la CNIL en cas de contrôle que l'entreprise était sur la voie de la conformité. C'était vraiment ça le leitmotiv. Et donc pouvoir travailler tout d'abord sur des éléments d'audit. C'était vraiment le premier point. Mettre en place des feuilles de route pour se mettre sur le chemin de la conformité, arriver à obtenir des préconisations qui soient aussi priorisées, parce que c'est un chantier de longue haleine, donc il faut voir par quoi commencer. Et du coup, avoir cette approche très pragmatique et par l'analyse du risque. Maintenant, les chantiers ne sont pas du tout terminés. Il y a encore beaucoup à faire, notamment sur le volet industrialisation. Mais le conseil qu'on peut donner aux entreprises, c'est commencer dans tous les cas par une cartographie, des traitements, des données. Il faut raisonner même en termes quasi militaires. On ne peut pas aller sur un terrain de bataille ou mener une opération sans savoir où on y met les pieds. Donc commençons par la cartographie et puis par l'audit pour très vite dégager des éléments de mise en conformité qui doivent être priorisés et mis en place dans le bon ordre. On parle de changement de mentalité, on va en parler pas mal, je pense, pendant cette émission. Mais je voudrais vous demander aussi, Merav Grieger, est-ce que vous avez vu émerger une nouvelle culture justement autour de tout ça ? Est-ce que, selon vous, les citoyens ont conscience de ce qu'ils doivent faire et de cette nouvelle protection surtout ? Une véritable évolution. Oui, vraiment. Les plaintes sont particulièrement bien rédigées. Le public, qu'il s'agit du public de Twitter ou d'autres réseaux sociaux comme Facebook, utilise la langue de Molière à bon escient. Ce sont de véritables juristes RGPD. Les étudiants à la fac viennent avec des questions désormais de plus en plus pertinentes et ce sont des vrais défis pour nous souvent d'y répondre et chacun apporte sa brique à ce chantier de RGPD pour affiner. Et à Sciences Po, on se pose beaucoup de questions aussi et on n'a pas toujours les réponses, mais je pense que c'est ça aussi le RGPD, c'est se poser les bonnes questions. Et on y arrive, et le public, effectivement, je pense, s'est passionné du sujet. On parlait tout à l'heure des médias qui se sont emparés du sujet, le public aussi. Vous pouvez parler à votre coiffeur, votre boulanger qui va dire « mais moi, je ne suis pas concerné ». Mais autour de vous, dans les dîners de famille, et sans parler de l'affaire Cambridge Analytica, qui a permis aussi de sensibiliser sur le sujet. C'est vrai. Si vous permettez, je voudrais juste réagir par rapport à ça. Nous, on a des chiffres très précis. Dans les 4 derniers mois, le nombre de plaintes qui ont été déposées à la CNIL a augmenté de 58%. Donc, il y a un effet de souffle qui est considérable avec des particuliers qui ont bien compris le message politique du RGPD et qui comptent sur le régulateur pour que celui-ci fasse valoir leurs droits. Donc, c'est des plaintes individuelles ou des plaintes collectives, puisqu'il y a une dimension collective maintenant dans les plaintes. Donc, je crois que les particuliers, ils ont bien compris les nouvelles possibilités qui sont les leurs. Et puis, je voudrais juste réagir sur les entreprises. Oui. Je crois que l'idée du RGPD, c'est de s'écarter d'une sorte de conformité qui serait purement juridique. Mais c'est vraiment de faire entrer la protection des données comme un enjeu business et opérationnel central. Et de dire, on est dans le numérique, on est dans la société numérique, vos entreprises sont construites dans leur modèle économique, dans l'innovation, dans leur marketing, etc., autour des données, eh bien, il doit y avoir une gouvernance interne des données qui soit responsabilisée. Et ça, je crois que c'est ça le changement fondamental.
D'accord. Je vais revenir justement sur... Pardon. Si on a le temps d'ajouter un mot. Attention quand même, effectivement, une prise de conscience générale, vous l'avez toutes les deux très bien dit, dans le grand public. Néanmoins, dans les entreprises, je crois qu'il y a encore énormément d'efforts à faire, ce qu'on appelle la conduite du changement. Que l'ensemble des personnes, notamment des conseillers qui sont en contact direct avec des clients dans les services des ressources humaines, qui sont en contact direct avec des collaborateurs, change un certain nombre d'habitudes quant à la manière dont elles travaillent. Alors justement, Mick Lévy, là, vous nous parlez de grandes entreprises. Est-ce qu'il y a une disparité ou pas? Moi, je me pose la question entre les grandes entreprises et les petites PME. Est-ce qu'elles arrivent, les petites PME, est-ce qu'elles ne sont pas noyées dans cette conduite du changement? Alors certainement. Bon, chez Business et Décisions, on accompagne principalement des grandes entreprises, donc je ne suis pas très bien placé pour répondre à cette question. Mais très certainement, effectivement, on l'entend beaucoup. Les PME ont beaucoup plus de difficultés à se mettre en conformité. La CNIL a fait beaucoup d'efforts, de pédagogie. Il y a des guides qui ont été sortis dédiés aux PME. Mais évidemment, c'est un chantier qui est, je pense, encore plus difficile à mettre en place pour elles. Absolument, parce que je crois qu'effectivement, les grandes entreprises, elles ont à peu près compris. Les PME, pour elles, le RGPD, c'est une montagne. Ah oui. Et en plus, une montagne qui, dans bien des cas, pour beaucoup d'entre elles, ne les concerne pas. Parce qu'il y a aussi, vous voyez, l'idée que le RGPD les nouvelles obligations du RGPD, l'analyse d'impact, par exemple, ça ne concerne pas toutes les PME, vous voyez. Donc, on a essayé de faire redescendre la pression avec une coopération avec la BPI pour faire passer à travers un guide, effectivement, des conseils de base, etc. Je crois que l'idée, c'est que les principes sont communs à toutes les entreprises, bien sûr, mais que ce soit les PME, TPE, en fait, le problème est probablement plus sur les TPE, que ce soit les start-up, vous voyez, en fait, il faut des outils d'accompagnement qui ne sont pas les mêmes. Et donc, nous, en tant que régulateurs, on est en train de développer une stratégie d'accompagnement diversifiée selon les publics cibles. Vous adapter à ces publics, c'est plutôt bien. Je vous propose maintenant de passer à la seconde partie de notre débat. Et justement, je voudrais qu'on s'intéresse aux limites du RGPD. Est-ce que cette réforme, selon vous, est suffisante pour protéger les données personnelles? Est-ce qu'elle est adaptée aux menaces, notamment aux menaces extraterritoriales? Isabelle Falk-Pierrotin. Je crois quand même que l'idée du RGPD, c'est justement d'avoir une vision globale, et notamment sur l'aspect extraterritorial, de considérer qu'on va protéger les données des citoyens européens vis-à-vis d'acteurs étrangers qui ne sont pas nécessairement implantés en Europe, mais qui prestent à destination de l'Europe. Et là, le RGPD affirme sans embâche que le droit européen est applicable. Donc, si vous voulez, c'est quand même un gros progrès. Parce que dans les années récentes, vis-à-vis de ces grands acteurs internationaux, nous, on avait beaucoup de difficultés, en tout cas une conversation qui était souvent difficile, pour leur faire comprendre que le droit européen leur était applicable. Donc il y a déjà cette dimension-là. Et puis il y a l'autre dimension, c'est la donnée qui sort de l'Europe. Et là, le RGPD aussi apporte une solution, puisqu'il y a toute une série d'instruments pour encadrer les flux transfrontières. Et on en parlera peut-être, justement, toute la question des accords de conformité avec un certain nombre d'autres zones géographiques. Et là, ça montre que l'Europe est capable aussi de pousser, peut-être pas un standard européen, ou un standard mondial, mais en tout cas de pousser une approche au plan mondial. Très bien. Mick Lévy, est-ce que le RGPD, pour vous, peut avoir un effet néfaste sur la compétitivité, sur le potentiel d'innovation aussi des entreprises européennes ? Alors on l'a entendu dire, il y a eu des débats sur le sujet qui disaient en Europe, en France notamment, on est les champions pour que dès qu'il y a un nouveau potentiel de développement de croissance, donc autour des data, il y a évidemment énormément d'espoir. Qu'est-ce qu'on fait en premier? On réglemente, on régule et on tue ça. Du coup, certains ont peur que ce soit un frein pour le business. Certains ont eu cette peur-là. À mon avis, il n'en est rien. C'est une conviction très forte et je pense même que c'est le contraire. Le RGPD instaure finalement une obligation pour les entreprises à s'intéresser à leurs données, à mettre en place une gouvernance, à mettre en place des outils. Et le fait d'obliger à ça va faire que les entreprises seront bien plus prêtes maintenant à activer le potentiel qu'il y a autour des data qu'elles détiennent, à activer du coup de l'IA, à activer tout un tas d'usages qui devront être faits dans un cadre qui leur est donné, qui est clair, et donc qui va permettre de dégager de la compétitivité. Alors, il y a quand même eu un doute, si je peux compléter ma réponse, sur l'aspect du consentement. C'est un des points forts du règlement. Et tous les marketeurs, toutes les entreprises même spécialisées dans le marketing ont eu cette crainte de se dire « Oula, mais si on n'obtient pas le consentement, ou si nos clients ne nous donnent pas le consentement, on ne va plus pouvoir exercer d'éléments marketing sur... »
En fait, on se rend compte qu'il n'en est rien chez tous les clients qu'on a accompagnés sur le sujet. Il faut profiter de ça pour montrer qu'on est transparent, pour communiquer sur ce qui est fait avec les données. En général, les entreprises françaises font des choses plutôt très respectueuses et déjà assez éthiques avec les données des personnes. Donc, c'est l'occasion d'être transparent, de faire œuvre de pédagogie. Et donc, ça renforce encore, du coup, la confiance qu'ont les clients vis-à-vis des entreprises auxquelles elles laissent leurs données. Et donc, ce qui est finalement extrêmement bon pour le business. Vous, Meera Grieger, les clients que vous conseillez, et quels sont leurs retours? Qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils ont peur justement de l'impact que tout ça peut avoir sur leurs actions marketing, comme on était en train de dire? Alors, sur plusieurs volets. D'une part, alors ça fait 15 ans que j'exerce dans cet environnement de protection des données à caractère personnel. On a eu du mal au démarrage à sensibiliser les grandes entreprises même sur ces sujets, sauf certaines qui elles-mêmes venaient vers nous. Aujourd'hui, on voit qu'il y a une véritable valeur ajoutée, valorisation de l'entreprise lorsqu'on se met en conformité à la réglementation sur la protection des données personnelles. Dans le cadre d'une acquisition, d'une cession, ça fait partie des garanties que l'on demande. On voit aussi qu'il y a un retour sur investissement potentiel, on gagne la confiance des utilisateurs, mais aussi en interne, un meilleur climat social vis-à-vis des employés. Donc on constate, on disait tout à l'heure, à juste titre, c'est Mick Levy qui le disait, c'était la peur de la sanction qui avait fait bouger les choses. On a parlé des mentalités qui ont évolué. Du fait de l'évolution des mentalités, on réalise que si, quand je dis on, c'est les organismes, privés comme publics, que si on reste à la traîne en termes de conformité, on devient le vilain petit canard. C'est un peu le bonnet d'âne et personne ne veut avoir ce bonnet d'âne, quel que soit le montant de la sanction, et encore pire s'ils sont pointés du doigt par le public. Donc on a une vraie préoccupation, une vraie demande et sollicitation proactive de la part de nos clients sur le sujet. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que aux États-Unis, par exemple, il y a un certain nombre d'acteurs et des acteurs très puissants aux États-Unis qui commencent à développer l'idée que si les États-Unis restent en dehors de ce mouvement mondial de renforcement des garanties autour des données, en fait, ils seront perdants. Donc, c'est vraiment que cette protection des données devient un argument concurrentiel. Et ça, je dirais, c'est un grand succès. Si on arrive à faire passer cette idée-là, parce que c'était vraiment ça qui était à l'origine de la démarche du RGPD. Alors après, il faut qu'on montre que ça marche. On en parlait il y a un instant, il faut qu'on montre que c'est pas simplement un succès textuel, c'est un succès qui va apporter des bénéfices opérationnels aux entreprises, aux individus, aux régulateurs avec une capacité de prendre des décisions plus fortes. Donc c'est maintenant que se joue la crédibilité du RGPD. Vous voyez, c'est dans les 1 ou 2 années à venir. C'est absolument vrai. Donc Bird & Bird, c'est un cabinet international, donc on a des clients partout dans le monde, et on a pu constater un changement aussi de la part de nos clients américains. Alors, bien sûr, tout n'est pas, on va pas dresser un portrait entièrement rose, mais ce que dit Madame la Présidente est particulièrement vrai. Avant, on démarrait nos réunions, nos meetings, avec cette obligation de ramer pour convaincre, et pourquoi c'est dans votre intérêt, chers clients, de vous mettre en conformité à la loi informatique et liberté, à la réglementation sur la protection des données personnelles. Et donc j'ai été surprise là entre mai, même avril, entre avril et juin, des clients qui tout de suite nous coupent l'herbe sous le pied pour qu'on stoppe tout de suite le laïus sur pourquoi c'est bien de se mettre en conformité, et qui nous disent de toute façon, je suis convaincue que ce sera une réglementation internationale universelle. Alors ces différences entre l'Europe et les États-Unis, nous allons y revenir, mais avant je voudrais vous proposer de regarder un reportage. La protection de la vie privée reste un sujet extrêmement important pour nous tous. Les Échos Publishing s'est intéressé à Skip. Skip, c'est une start-up qui se présente comme l'ange gardien des données personnelles de ses utilisateurs. Je vous propose de découvrir cette jeune pousse fort prometteuse. C'est la première entreprise au monde qui vous permet de reprendre le contrôle de vos données personnelles sur une partie email, donc prendre conscience de combien de newsletters on reçoit sur notre boîte mail et pouvoir se désinscrire facilement. Et sur les réseaux sociaux, on vous permet d'identifier quelles sont les entreprises qui accèdent à vos données et de filtrer les autorisations que ces entreprises exploitent. On n'est pas un outil de sécurité, on a un outil de conseil et qui apporte justement l'outil pour reprendre le contrôle de ces données personnelles.
Skip, ça a été créé en juillet 2016, à la suite du vote de la loi de la protection des données, qui doit rentrer en vigueur en mai 2018. On a 2 personnes en marketing, moi qui chapeaute un petit peu tout le projet, et on a aussi 2 personnes qui nous accompagnent justement sur les algorithmes qu'on doit utiliser pour Facebook, les emails. Aujourd'hui, on laisse des données un petit peu partout sur le web, et il y a une nécessité de protéger ses propres données, parce que je suis pas convaincu que dans 20 ans, quand je serai parent, j'ai envie que mes enfants soient drivés par une intelligence artificielle et qui définisse à sa place le métier qu'il devra faire demain. L'intelligence artificielle n'a jamais été aussi financée qu'actuellement. Maintenant, c'est plus à l'utilisateur de prendre conscience de ce qui émane de lui et de reprendre le contrôle lui-même. Depuis le début, au total, on a protégé pas loin de 10 millions de newsletters. On a permis aussi la protection et l'identification de plus de 4 millions de centres d'intérêt définis par nos activités Facebook. Et on a pu autoriser la suppression de 3,5 millions de centres d'intérêt depuis Facebook. Ce qui est quand même pas négligeable. C'est les 2 premiers services qu'on a lancés. On souhaite élargir ça à l'ensemble des données web et de permettre le contrôle sur l'ensemble de la data numérique. Il faut user d'innovation et aller chercher de nouveaux modèles. Et justement, le modèle de la publicité tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire je me connecte à Google, c'est un service gratuit, en contrepartie ils exploitent mes données personnelles. Je pense qu'il y a d'autres modèles qui existent où des sociétés peuvent devenir des grands de ce monde sans forcément exploiter la donnée au nom de l'utilisateur. À nous tous, finalement, de devenir responsables de la gestion de nos propres données. Est-ce que c'est ça la solution finale, Meirav Grieger ? Oui, plus de responsabilité. Mais alors, la responsabilité de tous, une responsabilisation générale, aussi bien de ceux qui collectent, traitent les données, mais aussi, je pense, de ceux qui font l'objet de ces collectes et traitements de données à caractère personnel. Alors, c'est une responsabilité collective, aussi une prise de conscience morale, et je pense qu'il faut faire, alors les entreprises, les organismes publics font bien entendu de la formation. C'est important. Alors, on disait tout à l'heure une approche business et opérationnelle. Oui, parler aux métiers avec leur langue, s'adapter, ne pas noyer le poisson derrière des explications trop complexes. Et c'est d'ailleurs la demande des employés. On veut être plus responsable, c'est très bien aussi de nous responsabiliser, mais parlez-nous dans un langage compréhensible et concrètement, on fait quoi ? Parce qu'on nous parle de loyauté, transparence, etc., de durée de conservation qui doit être limitée. Dites-nous, on fait quoi ? Et donc, bien entendu, personne n'a la réponse. Donc, c'est un travail de brainstorming qui va permettre de faire émerger les bonnes pratiques qui sont celles de chaque entreprise, chaque organisme. Si je vous entends bien, on peut aller plus loin. Alors comment est-ce qu'on peut aller plus loin ? C'est ce qu'on va voir sur cette 3e partie de notre émission. Le RGPD, on l'a vu, a été une étape essentielle à la fois pour protéger les données personnelles, mais aussi pour mieux structurer la démarche des groupes, des grandes entreprises en la matière. Mais ça ne résout pas tout. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Isabelle Falk-Pierrotin, vous êtes présidente de la CNIL. Est-ce que les autorités de contrôle ont aujourd'hui des moyens suffisants pour faire appliquer la réglementation ? Alors, je me demande si la réponse n'est pas dans le sourire. Non, c'est difficile de répondre à ça, parce que est-ce qu'il y a assez de policiers ? Vous voyez, non. Ce que la CNIL a dit, c'est qu'aujourd'hui, elle est à peu près la moitié de ses homologues comparables au niveau européen, en termes d'effectifs. D'accord. Et que donc, aujourd'hui, nous sommes 200. On est plutôt sur un étiage à 400-500. Donc, effectivement, il faut que nous nous ajustions. Mais je voudrais revenir sur le sujet précédent, parce que c'est une partie de la réponse. La réponse, la mise en conformité de tout cet univers numérique ne passera pas exclusivement par la CNIL. La CNIL a une mission de gendarme, entre guillemets, et d'accompagnateur, mais il faut que chaque acteur privé ou public, se responsabilise. Et si on parle des individus, moi je crois qu'effectivement, il y a un territoire d'innovation absolument formidable autour de ces outils nouveaux à disposition des individus, aussi à travers ce droit nouveau qu'est le droit à la portabilité. Puisque le droit à la portabilité va permettre aux individus de récupérer leurs données et ensuite de se voir proposer, le cas échéant, toute une série de nouveaux services. Si on prend un exemple concret, si on est abonné à un service de streaming de musique par exemple et qu'on veut passer chez le concurrent, vous récupérez toutes vos playlists,
bien sûr, toutes vos playlists, vous récupérez toutes les caractéristiques de votre profil social, vous récupérez tous les achats que vous avez faits à un supermarché, ce qui peut être très intéressant parce que c'est un profil de consommation que vous pouvez porter ailleurs. Donc, moi, j'espère beaucoup, je compte beaucoup sur l'innovation liée à cet objectif de maîtrise de sa vie numérique. Donc, est-ce que les autorités ont assez de ressources? Elles n'en auront jamais assez. Et le message, c'est que chacun est acteur de régulation. Et que le rôle du régulateur, c'est de mettre tout ça en cohérence, mais pas tout seul. Je comprends très bien. Alors, je vais me faire un petit peu l'avocat du diable, pardonnez-moi, mais Mick Levy, on a l'intelligence artificielle, l'Internet des objets qui se développe énormément. Ce sont les choses très importantes en ce moment. Est-ce qu'avec tout ça, finalement, la protection de la vie privée, c'est pas un combat perdu d'avance? Est-ce que le RGPD sert vraiment? Alors oui, le RGPD sert vraiment. Le RGPD, suffisamment. Il n'interdit rien. Enfin, il interdit des choses illicites. J'aime bien dire cette phrase devant une avocate et devant la présidente de la CNIL, c'est un peu provoquant. Mais ce que je veux dire par là, c'est que parmi tous les cas d'usage, tout ce qu'on a développé en 25 ans pour nos clients, je ne vois pas de choses qu'on n'aurait pas pu développer à l'ère du RGPD. En fait, il donne un cadre. Maintenant, les usages, effectivement, ils vont se multiplier. Les données qu'on va obtenir vont se multiplier. Et ce qui est passionnant, et ce sur quoi il va falloir prendre garde aussi, c'est qu'on va avoir accès de plus en plus à des données de l'intimité. De l'intimité des machines, de l'intimité des choses, de l'intimité des moyens de production, mais aussi de l'intimité des personnes. Et donc, la caractéristique principale du RGPD, qui est liée à l'identification des personnes, va peu à peu se brouiller. Là, on identifie assez facilement quand on a un nom, un prénom, une date de naissance, un lieu de naissance. C'est souvent les quatre caractéristiques principales. Maintenant, avec l'IA et avec l'Internet des objets, si on prend un véhicule connecté, on est capable d'identifier un conducteur par rapport à son comportement de conduite. C'est-à-dire les moments où on passe les vitesses, la façon dont on freine, la manière dont on a de tourner plus ou moins brusquement le volant. Ça va être très loin, mais est-ce qu'on peut le protéger Alors, il va falloir trouver les moyens de le protéger. Il y a énormément de sujets et de discussions sur comment on va se doter d'une éthique. Ça dépasse même maintenant la question du respect des données, parce que ça, on en a le cadre. La question, elle est beaucoup plus large, qui est quelle éthique on va se doter autour de tous les sujets de l'IA, autour des sujets de l'IoT. Et ce qu'on voit, c'est que tout est en train de se brouiller. Il y a un sujet qui est très en vogue actuellement, qui est celui des chatbots. Les chatbots, on a des plateformes qui permettent de les accueillir, que sont les plateformes bien souvent des réseaux sociaux. Facebook Messenger, WhatsApp, Snapchat sont les plus populaires. Quand la RATP, quand Pôle emploi vient mettre en place un chatbot qui va parler directement dans l'intimité des personnes, ils veulent le mettre en place sur Facebook Messenger. Et d'un seul coup, par ce nouveau canal, RATP ne discute plus seulement avec ses clients par son site web, dans un cadre qui est très restreint, mais discute avec un médium qui est celui qui est offert par Facebook. Et évidemment, ça repose des questions et dont les entreprises doivent absolument se saisir aussi en se disant mais la communication, elle passe par Facebook, toute la conversation passe par Facebook, la personne l'accepte puisque c'est elle qui lance la conversation, mais effectivement, ça va très très vite poser de nouvelles questions, de nouveaux challenges et il va falloir encadrer plus largement l'éthique des usages et pas seulement la protection de données, il va falloir aller un grand cran plus loin. Et pas en silo. C'est-à-dire non seulement pas en silo au sein d'un même organisme, mais même pas au sein, pas organisme par organisme. Je pense que c'est aussi l'approche de la CNIL avec les têtes de réseau, mais toute la supply chain liée à un secteur d'activité doit se réunir pour voir qui peut faire quoi pour permettre à ce secteur d'activité de fonctionner sereinement et éthiquement. Et je pense que l'éthique est l'avenir. C'est extrêmement fluide et l'est de plus en plus. Et c'est un enjeu de la fluidifier encore plus. On reparlera peut-être d'une Europe des données plus tard dans le débat. C'est un enjeu clé pour la compétitivité, mais ça veut dire qu'effectivement, il faut savoir travailler en cassant les silos, éventuellement interorganisation. Isabelle Falck-Pierrotin. Je crois qu'effectivement, on entre dans une nouvelle ère avec l'IA, qui est une sorte de données ambiantes, vous voyez, c'est-à-dire tout est donné. Tout devient production de données. Et donc, pour essayer de faire en sorte que cet univers ne soit pas totalement inhumain, c'est-à-dire qu'il nous échappe complètement et que finalement on n'ait aucun rôle là-dedans, il faut arriver à définir un certain nombre de principes de référence. Et peut-être abandonner des approches, je dirais, trop instrumentales, trop liées à un usage ou à un autre. Vous voyez, prendre un peu de hauteur. Et donc, avec l'IA, nous, on a essayé finalement de faire cet exercice et nous avons proposé au débat international sur l'IA une sorte de cadre
de référence, une sorte de plateforme de principe qui pourrait encadrer cette utilisation de l'IA. On va voir si, au sein de la conférence internationale des commissaires à la protection des données, il y a une réunion qui se tient au mois d'octobre, qui est la réunion annuelle. On va voir si on est capable de faire adopter ce cadre international. Mais je crois que ça montre le sens, vous voyez, pour la régulation du XXIe siècle de ce numérique, c'est-à-dire le sens de fixer des principes fondateurs assez généraux. C'était d'ailleurs l'esprit de la loi informatique et liberté des années 80. On revient finalement à l'idée, il faut se limiter à des principes clés, et puis ensuite, c'est aux acteurs, à travers la co-régulation, à travers le dialogue avec le régulateur, de décliner des outils plus opérationnels. Alors, à propos des acteurs et des entreprises, il y a un terme qu'on emploie depuis le début de cette émission, c'est DPO ou DPO, les Data Protection Officers. Et je voudrais vous demander, Meera Grieger, est-ce qu'ils sont assez formés? Est-ce qu'ils sont tous prêts à affronter les défis de la data d'aujourd'hui et de demain? Alors on a parlé d'évolution, les DPO eux-mêmes, ceux qui assurent ce rôle de DPO, ont nécessairement monté en compétences de manière exponentielle. Ouais. Est-ce qu'ils sont suffisamment formés ? Et je suis moi-même directrice scientifique d'une formation, je dirais jamais assez. Jamais assez, parce que d'abord, le domaine en question est extrêmement large, il pose énormément de questions et il faut admettre qu'il n'y a pas toujours la réponse, mais qu'elle peut arriver très prochainement, qu'il n'y a pas non plus de perfection. Et leur rôle, il est non seulement immense, mais délicat. C'est ce qui le rend tout aussi intéressant et stimulant. On échangeait tout à l'heure avec Madame la Présidente, ça fait partie de ces métiers d'avenir. La tâche n'est pas évidente, ça demande non seulement des compétences et qualités professionnelles, mais également humaines. Alors, certes, à Sciences Po, on parle par exemple beaucoup d'empathie. C'est pas moi je m'occupe du juridique, mais c'est particulièrement intéressant. Comment influencer et intervenir dans une organisation par l'empathie. Et l'empathie amène aussi, à mon avis, de l'opérationnel, etc. C'est un cercle particulièrement vertueux. Mais ces qualités-là sont supplémentaires, managériales, organisationnelles, doivent s'acquérir et je pense que ce sera une formation aussi sur le terrain au fur et à mesure. Et avec un département DPO à la CNIL que je salue, qui n'est pas du tout fermé, toujours ouvert aux évolutions, mais il faut que nous aussi, nous, les avocats conseils, les consultants, les DPO, les responsables de traitement, on ose exposer au régulateur et à son département les difficultés qui sont celles du DPO. Moi, je pense que on peut voir arriver le burn-out du DPO. Dans certaines entreprises, je pense que ça peut être complexe. Pour procéder, le DPO doit vraiment s'appuyer, à mon avis, notamment sur le DSI, sur toutes les autres directions de l'entreprise qui sont en lien avec des données personnelles. Mais le DSI doit être un bon allié et on va assister maintenant à la deuxième phase de la mise en conformité des entreprises, qui est celle de l'industrialisation, de l'automatisation. Il faut absolument mettre en place des outils de traçabilité des données, des outils de cartographie automatique des données, mettre en place une réponse automatisée pour tous les clients qui voudraient accéder ou rectifier directement leurs données. Il faut mettre en place des outils de self-service. Les GAFA qui sont très attaqués. Gouvernance surtout. On évoquait la gouvernance en tout début d'émission. C'est un débat aujourd'hui sur Diagonale. Il peut y avoir des approches différentes de conformité. Moi, je suis moins obsédée par la cartographie des traitements et j'ai une approche un peu plus métier qui consiste à corriger, voire simplement améliorer les pratiques des métiers au quotidien et que chacun s'empare de son propre audit. Je veux juste apporter l'information que d'ici la fin de l'année, il y aura une certification des DPO qui sera, lancée par la CNIL, en liaison d'ailleurs avec des certificateurs. Et il y aura également un MOOC, pour le coup, qui sera fait par la CNIL elle-même, et donc une capacité de formation à distance des DPO par eux-mêmes. La certification, elle sera délivrée par qui ? Par des certificateurs privés. D'accord. C'est-à-dire que nous allons piloter le référentiel de certification et d'agrément, mais la certification, opérationnellement, sera pilotée par des certificateurs privés. Et avant de terminer tout à l'heure, Isabelle Falck-Pierrotin, vous nous parliez de l'international. Je voudrais revenir au niveau de l'Europe. Où est-ce qu'on en est concrètement de la construction de l'Europe des données ?
Alors, je crois qu'elle est en bonne voie, hein, et le RGPD est un signal absolument flamboyant, hein, parce que c'était quand même un sujet très compliqué. On a réussi à se mettre d'accord, on a bâti une gouvernance très innovante entre les autorités de protection des données. Donc, je dirais que c'est un bon signal. Il faut continuer. Le prochain texte, c'est e-privacy. Oui. Hein, et c'est un texte qui est difficile parce qu'il pose la question justement de tout le marketing en ligne. Et puis, il y a l'intelligence artificielle. Quelle va être la position de l'Europe sur l'intelligence artificielle? Il y a une compétition mondiale qui est forcenée. Est-ce que nous allons être capables, là aussi, de défendre une voie sérieuse et opérationnelle, mais aussi éthique au niveau européen? Ça fait partie des sujets, je dirais, de l'année à venir. Très bien, on vous invitera peut-être pour faire un nouveau bilan. En tout cas, merci à tous les trois d'être venus dans cette émission pour faire un premier bilan de la mise en place du RGPD. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Diagonale, l'émission des regards croisés sur la transformation numérique.